La France, Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Comprendre. La France, modèle universel. La Grèce fut le berceau de la démocratie, Rome inventa le droit et la France créa l'État-nation. Voilà le génie français. Voilà notre monde moderne. Pourtant, rien ne jouait en faveur de ce jeune roi de France, Hugues Capet. En l'absence d'une autorité centrale, les duchés affirmèrent leur indépendance et déconsidérèrent ce roi qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. De l'autre côté du Rhin, Othon Ier régénéra, comme Charlemagne avant lui, l'Empire qui perdurera jusqu'à la victoire de Napoléon à Iéna en 1806. Les régimes changent, mais l'essence des peuples-nations perdure, au-delà de leurs gouvernants, qui, comme s'ils étaient envoûtés par l'histoire de leur pays, deviennent ce qu'ils gouvernent. Tous deux issus de la civilisation carolingienne, le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique furent tous deux des révélateurs de la nature des peuples-nations qui les composaient. Hugues Capet d'abord innovera. Sans en être entièrement conscient, il comprit la puissance de l'État et la nécessité de sa continuité pour la préservation du bien public. Même si le chemin était encore long vers la toute-puissance du roi sur son royaume, il fit le choix d'un exécutif fort, centralisé et surtout, il débarrassa enfin son royaume des tares germaniques en créant une succession royale par primogéniture mâle. Un coup de génie qui permit l'assise d'une longue dynastie régnante jusqu'à Louis-Philippe en 1848. L'État était sauf. Mais le royaume de France, ancienne Gaule romaine, était encore composé de nations diverses et d'une nouvelle, la Normandie, donnée aux envahisseurs du Nord en l'échange de leur obéissance au roi de France. Le Saint-Empire, territoire libre qui refusèrent la romanisation, choisit un mode de gouvernance électif, où les princes étaient souverains chez eux. La centralisation romaine d'un côté du Rhin, la fédération germanique de l'autre. Malgré l'éclatement de la civilisation carolingienne, l'Église catholique joua le rôle d'artère culturelle et administrative de l'Europe, une sorte d'organisation des nations chrétiennes avant l'ONU, permettant la cohésion des territoires européens. À une ère où c'était la guerre de tous contre tous, où les seigneurs et les mercenaires massacraient et pillaient le bas peuple, l'Église catholique joua le rôle de médiateur entre les gouvernants chrétiens et proposa, de par sa mission de paix chrétienne, de nouvelles organisations sociétales comme la paix et la trêve de Dieu. La révolution sociétale la plus importante et unique en son temps est l'imposition de la monogamie et de l'exogamie. Dans toutes les civilisations, la polygamie était la règle et l'Église catholique créa l'exception. Sans le savoir, l'Église catholique consacrait la famille et surtout la diversité génétique par l'exogamie. Deux ordres monastiques nés dans le royaume de France devinrent hégémoniques en Europe et symbolisèrent par leurs organisations cette opposition entre centralisation romaine avec l'ordre de Cluny et fédération germanique par l'ordre cistercien dont les monastères pullulèrent dans toutes les nations jusqu'au fond de la Transylvanie. Les hommes du Nord, les Normands, s'étaient encore plus rapidement assimilés au royaume franc que les Gaulois aux Romains jadis. Ils furent de parfaits administrateurs et bâtisseurs. L'île de Bretagne, celtique et très mal romanisée, subit les invasions germaniques, des Angles et des Saxons, au moment de l'éclatement de l'Empire romain d'Occident. Bientôt, elle allait enfin pouvoir entrer dans l'histoire et sortir de son obscurité. Une graine de la civilisation carolingienne allait pouvoir la féconder. Cette graine s'appelait Guillaume le Conquérant. Prince normand, il conquit l'île de Bretagne et prit avec lui le savoir administré du royaume des Francs. Il renouvela entièrement les élites, imposa la langue franco-normande, mélange de latin abattardis et de langue régionale, et de la même manière, il centralisa l'autorité de l'État. Le roi d'Angleterre, avec un pied en France et un pied en Angleterre, commença, sans le savoir, une des plus grandes et des plus belles rivalités entre deux États-nations, et ce, jusqu'à la défaite finale de l'Empire napoléonien. Mais dans ces guerres et ces massacres, France et Angleterre s'influenceront mutuellement.
Depuis la colonisation islamique rapide de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Espagne, la Méditerranée était définitivement coupée en deux. La Mare Nostrum romaine était bien loin. Les conquérants musulmans, contrairement aux envahisseurs germaniques ou vikings, soumettaient leur nouveau territoire à leur langue, leur religion et leur administration. Les nouveaux convertis sont toujours ceux qui montrent le plus de zèle. Ainsi, des tribus turques venant d'Asie centrale conquirent le Moyen-Orient et se montrèrent moins tolérantes envers les gens du livre. Jérusalem, triple ville sainte, fut interdite d'accès aux pèlerins chrétiens. L'Empire romain d'Orient allait finir par succomber aux assauts répétés des Turcs musulmans. Un pape français, Urbain II, abreuvé au sein universaliste catholique et romain, ne pouvait que se soucier de l'ordre du monde aussi loin que fût ce monde. Il appela le monde chrétien à s'unifier face à ce danger exogène, à libérer Jérusalem et l'Hispanie. Étrangement, les seuls qui répondirent à l'appel du pape furent les seigneurs francs. Jérusalem fut libérée, l'Empire byzantin gagna encore 4 siècles de répit avant de tomber face aux envahisseurs musulmans. Les chevaliers francs devinrent un modèle culturel pour toute l'Europe chrétienne. Le preux chevalier, animé par sa foi toute chrétienne et son honneur, celui qui avait su civiliser ses sentiments pour les femmes, à travers le modèle de l'amour courtois, irrigua l'imaginaire de toute l'élite européenne. Le paroxysme sera atteint avec notre roi Louis IX, modèle du roi chevalier chrétien, qui fut sanctifié plus tard par l'Église. Mais la politique étrangère du royaume ne pouvait faire oublier les dangers que faisait peser le royaume d'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique. Les deux, d'essence germanique, s'entendirent à merveille pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce roitelet de France. Le roi Philippe, dans son esprit romain et empereur en son royaume, prit le titre d'Auguste en boutant les deux redoutables alliés et confisqua le duché de Normandie aux Anglais, unifiant enfin notre royaume de France. Des élites intellectuelles imprimaient l'opinion publique dont les plus importants furent Abélard et Héloïse, qui à eux deux symbolisent l'esprit français de raison et de folle passion. À Paris, l'université de la Sorbonne ouvrit ses portes. Ce fut une véritable effervescence culturelle et intellectuelle. La joute verbale devint une marque de fabrique française. L'esprit de gaillardise, de bonne humeur et de satire était porté par les jeunes Gauliards, disciples et admirateurs de Pierre Abélard, et qui moquèrent même l'institution catholique à travers ses chants populaires. Le royaume de France, toujours soucieux de sa souveraineté et de toute ingérence étrangère, ne voyait pas d'un bon œil le pouvoir grandissant du pape. Lorsque la religion dérange la politique, on déplace le centre religieux. Après Philippe le Bel et sa centralisation encore plus forte de l'État, Rome n'était plus à Rome, mais à Avignon. Une prémisse de nationalisme s'exprimait déjà, dès lors de par la fidélité des évêques de France au roi. Mais l'obsession de la France, son unité, n'était pas encore achevée. L'Angleterre, qui avait encore un pied à terre en France, en Aquitaine, sema encore le trouble et revendiqua la couronne française. La France fut sous occupation et faillit disparaître sans le miracle Jeanne d'Arc. La terre n'oublie pas ses morts. Vercingétorix se réincarnait des siècles plus tard. Les 10 plaies d'Égypte s'étaient lancées sur les Français. Guerre civile, problèmes agricoles et grave crise de légitimité. Cette jeune femme, qui devint chevalier, rarissime pour l'époque, remobilisa les Français et légitima le jeune roi Charles VII, qui unifia enfin le royaume de France. L'Angleterre redevenait une île et perdait toutes ses prétentions sur le vieux continent. Les rois qui lui succédèrent achevèrent l'unité de la France jusqu'à même prétendre aux royaumes italiens, entraînant les guerres d'Italie et l'introduction de la Renaissance en France. Mais cette centralisation autoritaire de l'État français sera toujours contestée par les élites aristocratiques qui tenteront, sans succès, de lutter pour un partage des pouvoirs à l'anglaise et qui ne réussiront qu'avec le soutien de la bourgeoisie, que 3 siècles plus tard, sous la Révolution française. Malheureusement, ils ne savaient pas que le peuple français avait la politique dans le sang et que désormais, il fallait composer avec. La logique centralisatrice française fut poussée jusqu'au bout de François Ier à la Troisième République. Cet amour de l'unité fit du français la langue officielle du royaume. Le franc était déjà la monnaie commune. Les États dans l'État étaient très durement combattus. Le système de poids et de mesure fut standardisé sous la Révolution française. L'infini du potentiel humain était redécouvert. Depuis l'invention du télescope et du microscope, depuis que Copernic remit la Terre à sa juste place, et depuis que Newton avait unifié les lois des astres et celles de la pomme en découvrant
la gravitation universelle. Le livre de l'univers est écrit en langage mathématique, disait Galilée. Avec les mutations sociales et l'enrichissement de la bourgeoisie, l'Église n'avait plus le monopole de l'éducation. Les flux de connaissances pouvaient circuler bien plus vite. Une république des arts et des lettres se diffusa dans toute l'Europe. L'idéal romain fut redécouvert et la philosophie grecque revint à l'ordre du jour. La Pléiade avait codifié la langue française en restant fidèle au latin. Tel un Socrate français, Montaigne questionnait la condition humaine. Pascal redéfinissait l'infinité de l'univers et du divin, et Descartes créa une méthode de questionnement scientifique, tandis que Bodin théorisait la souveraineté politique d'un État. D'Alembert et Diderot avaient l'ambition folle de réunir la somme du savoir humain dans un seul livre, l'encyclopédie. Enfin, vinrent les deux poumons de l'esprit français, Voltaire, symbole du génie humain et de la joie de vivre à la française, puis Rousseau, ce génie politique du contrat social. François Ier avait choqué le monde chrétien en s'unissant avec le sultan musulman Soliman le Magnifique pour contrer l'empire de Charles Quint, et Richelieu s'alliera avec les royaumes protestants pour contrer l'empire catholique des Habsbourg. Oui, les intérêts politiques de la nation française primeront toujours sur les religions. Là où les monarques protestants étaient à la fois rois et chefs de l'Église, le roi français ne l'a jamais été. Cette séparation entre l'ordre politique et l'ordre religieux est ainsi au centre névralgique de l'identité française. Les guerres victorieuses de Richelieu firent entrer l'Europe dans l'ère westphalienne, dotant tous les royaumes d'Europe d'une conception de souveraineté à la française, et ce, jusqu'au XXe siècle. L'Académie française fut créée, les administrations furent rationalisées, le droit uniformisé. La France sous Louis XIV fut la première puissance militaire et démographique d'Europe. Le français devint une langue mondiale et tous les rois d'Europe se voulaient être Louis XIV. Racine rédigea des tragédies à l'aide d'une langue française pure et parfaite. Corneille nous tenait en haleine avec ses dilemmes tragiques, tandis que Molière nous faisait rire en se moquant avec génie des sujets qui fâchent. L'Amérique du Nord était française, les conquêtes françaises étaient alors apogées. Mais les Français vivaient très bien en France. Pourquoi quitter son pays lorsqu'on est heureux? Contrairement aux Anglais, peu de colons français firent la traversée de l'Atlantique. Cette rivalité avec les Anglais atteint son paroxysme avec la guerre de 7 ans. Une quasi-guerre mondiale, tant les batailles se déroulaient sur chaque continent en simultané. La France y perdit non seulement son vaste empire colonial, comprenant l'Amérique du Nord et les Indes, mais elle perdit le combat de la mondialisation. Le monde allait devoir parler anglais. La monarchie sous Louis XV avait perdu de son aura solaire. Elle était moquée, dénigrée. Nous rachetâmes la Corse aux Génois comme lot de consolation. La monarchie n'avait pas su réformer le royaume. Elle jouissait pendant que le peuple se cultivait. Revanchards, nous envoyâmes le général Lafayette et son armée pour défendre les colons américains contre le royaume d'Angleterre. Nous participâmes ainsi à la création des États-Unis d'Amérique. Le royaume en fut ainsi ruiné. Louis XVI convoqua les États généraux réunissant les 3 ordres, noblesse, clergé et tiers-État. Mais nous n'étions plus sous Philippe le Bel, la classe moyenne haute et la bourgeoisie d'affaires étaient toutes deux éduquées et biberonnées à Montesquieu, Voltaire et Rousseau. La première révolution survint dans le dédoublement du nombre de représentants du tiers-État et dans l'application d'un vote non pas par ordre, mais par tête. L'esprit démocratique des Athéniens revenait, et les tribuns du peuple romain allaient devenir les tribuns du peuple français. Mirabeau, Danton, Robespierre, Brissot, autant d'inconnus qui allaient faire la continuité de l'histoire de France. Le français ne sera plus sujet, mais citoyen. Il était membre de la communauté nationale et détenait une part de souveraineté telle que le professait Rousseau dans son contrat social. Contrairement aux révolutions anglaises qui sont le fait de l'aristocratie, le peuple français va lui être pleinement acteur de son destin. La Révolution française va malheureusement prendre une tournure tragique, la plus grave de son histoire. Guerre civile entre révolutionnaires et anti-révolutionnaires, guerre entre croyants et athées, guerre entre partis politiques, entre monarchistes et républicains, entre fédéralistes et unitaristes, ingérence étrangère, guerre contre les monarchies européennes abasourdies par l'ampleur de la France révolutionnaire. Et surtout, grave crise de dysfonctionnement de l'État français. Mais dans toute cette obscurité,
la lumière pour tous les peuples, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette devise, liberté, égalité, fraternité. Cet universalisme qui fut romain, puis chrétien, devenait français. L'esclavage des Noirs fut aboli, l'homosexualité dépénalisée, les Juifs, protestants et les comédiens intégrés au corps civique. À la bataille de Valmy, nous fûmes pour la première fois victorieux au nom du peuple français et non au nom du roi. Coup pour coup, la monarchie fut abolie et la République proclamée en bleu, blanc, rouge. La ferveur révolutionnaire était tellement grande que les conquêtes révolutionnaires se poursuivaient au nombre des nouvelles républiques sœurs, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. La France fut découpée administrativement en quantité égale. Les départements étaient nés. C'était la fin de la gouvernance des régions historiques et le passage d'un tribalisme régional à cet état abstrait de gouvernance citoyenne. La France aurait pu devenir une république fédérale comme les États-Unis, mais elle décida dans le sang de rester une république une et indivisible. De Clovis à Robespierre, ce fut, au-delà du régime, le choix de la France une et indivisible. De la basse main-d'œuvre à caporal jusqu'au sommet de l'État, Napoléon, ce jeune général corse, qui, à un an près, n'était pas français, par son talent et sa détermination, gravit tous les échelons. Amoureux de l'ordre, il remit l'État sur ses deux pieds, rationalisa toute l'administration française et acheva le travail de centralisation des rois. Adogmatique, contrairement aux révolutionnaires qui voulurent abattre l'histoire de France pour exalter la Révolution, il unifia au sein de son empire plébiscitaire toute l'histoire de France, des abeilles de Clovis au sceptre de Charlemagne, à la fleur de lys des Capétiens, à l'amour du drapeau révolutionnaire bleu-blanc-rouge, pour lequel il a combattu, du bas des fleuves italiens jusqu'aux pyramides d'Égypte. Déiste, il comprit l'importance non seulement historique du catholicisme, mais surtout sa nécessité comme facteur de cohésion de la société. Digne héritier des Lumières et de la Révolution française, il diffusa le Code civil dans toute l'Europe qui, inspiré du droit romain, allait devenir le Code civil de la majorité des pays de ce monde. Sans l'acharnement vital des Anglais contre Napoléon, l'Europe aujourd'hui serait une et indivisible. Après Napoléon, les Français, peuple politique par excellence, ayant goûté à la Révolution, expérimentèrent tous les régimes politiques jusqu'à la stabilité de la République gaullienne. Napoléon III parachèvera le projet de son oncle et lancera la France dans une ère de prospérité inédite grâce à la révolution industrielle et fera du Paris haussmannien la plus belle ville du monde. La Troisième République, on ne peut plus une et indivisible, et la Commune de Paris juste avant, permirent la révolution sociale par les débats parlementaires, sacralisèrent l'école, ce qui permit l'émergence d'une classe moyenne éduquée. Le Front populaire donna une plus grande douceur de vivre aux Français par ses réformes sociales. L'épopée napoléonienne avait elle-même enfanté de géants scientifiques et surtout littéraires, Chateaubriand, Stendhal, Balzac et Victor Hugo. L'amour de son prochain, porté par les valeurs chrétiennes et révolutionnaires d'égalité et de fraternité, devinrent bientôt socialisme, puis communisme. Simone Bolivar prit exemple sur la Révolution française et créa ainsi 5 pays indépendants en Amérique latine. Marx étudia en profondeur la Révolution française, le système capitaliste et théorisa le communisme. Proudhon pensa un socialisme libertaire. Charles Fourier réfléchit un socialisme dit utopique en expérimentant de nouveaux modes de vie et de production. La Grèce prit son indépendance de l'Empire ottoman selon les idéaux de la Révolution française. La Turquie elle-même, jeune nation, se construira selon le modèle français. Dans les colonies françaises et anglaises, le nationalisme révolutionnaire français infusa les élites arabes et africaines. Le Japon fut lui-même pénétré d'idéaux rousseauistes. Et bien sûr, la révolution russe, qui se calqua sur la révolution française en apprenant des erreurs de la France. Enfin, la Chine devint à son tour communiste. Toutes ces nations sont passées d'un État féodal à un État-nation moderne par le sang que nous, Français, avons versé. De Gaulle et toute cette France à la fois. Il est Vercingétorix par l'amour de sa terre et de ses traditions. Il est ce roi chevalier, pugnace et honorable, défendant les plus faibles. Il est Jeanne d'Arc, de par sa foi en la France, et il est Napoléon, de par sa légitimité qu'il tient uniquement du peuple français.
La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.